Heureux aujourd'hui de vous accueillir à l'occasion de cette journée mondiale de la bipolarité. Donc, conférence qui va se passer en 3 temps. Dans un premier temps, le docteur Olivier Dubois, psychiatre au sein des cliniques de Saujon, va faire une intervention. Ensuite, nous aurons droit à un témoignage d'une patiente atteinte de bipolarité. Et ensuite, vous pourrez avoir l'intervention de l'association Argos, qui est spécialisée justement au niveau de la bipolarité. Je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole à Monsieur Dubois. Bonjour à tous. Alors, j'aimerais savoir un peu qui sont les gens hospitalisés actuellement, enfin, si vous pouvez lever les bras, que je vois à peu près le nombre. Curistes ou... Non, hospitalisés, voilà. Oui, une grosse dizaine. Qui sont les personnes curistes? Oui, à peu près autant, hein, peut-être un peu plus. Qui sont les personnes non soignants extérieurs à la cure? Extérieurs, c'est-à-dire des gens qui viennent de la ville ou d'ailleurs. Voilà. Donc, il y aurait une grosse dizaine aussi, 10-15. Et puis, je vois qu'il y a quelques soignants, mais ça, c'est autre chose. Donc, effectivement, c'est assez mélangé. Bon, ben, c'est très bien. C'est d'ailleurs l'objectif, hein, c'est que ce ne soit pas que des personnes malades ou des personnes qui sont en soins actuellement qui puissent bénéficier de cette conférence. Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on essaie de faire une conférence à l'occasion de cette journée mondiale de la bipolarité, parce que, si vous voulez, c'est très important pour nous, évidemment, qui sommes psychiatres, et pour vous qui êtes malades ou qui avez des proches malades, c'est très important qu'on explique, on informe la société. C'est pour vous, mais c'est aussi pour la ville, c'est aussi pour les gens extérieurs, c'est aussi pour les hommes politiques, que voilà, il y ait une mobilisation de personnes atteintes ou des personnes qui soignent, qui s'occupent de ces personnes atteintes, qu'il y ait une mobilisation pour sensibiliser la société à ces problématiques de santé. Parce que ce sont des problématiques qui ne sont pas toujours bien comprises et qu'il est très important d'arriver à mettre en valeur. Alors, vous avez peut-être vu aujourd'hui ou ces jours-ci, on a eu 2-3 interventions dans la presse locale. On a eu sur une radio, on a eu sur Sud-Ouest, on a aussi vous aurez aussi sur une autre revue, un hebdomadaire local qui s'appelle Le Littoral. Donc voilà, et c'est très important pour nous, comme pour vous, comme pour toutes les personnes du système, qu'on ait bien conscience que ces maladies existent et qu'elles doivent être prises en charge et qu'il faut les soutenir. Voilà, donc je pense que c'est important de rappeler, c'est très important de rappeler que la reconnaissance des maladies, mentales en particulier, c'est un effort à faire, c'est un travail à faire. C'est quelque chose qui n'est pas acquis. C'est quelque chose qui n'est pas compris par beaucoup de gens. Même si on en parle, même s'il y a de plus en plus de journalistes qui apportent des informations, qui cherchent à comprendre, dites-vous que nous, on regarde, nous, on lit, nous, on s'intéresse à ces émissions, parce que nous, ça nous intéresse. On est concernés, ça nous touche, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais plein de gens ne s'intéressent pas. Plein de gens ne savent pas ce que vivent les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Voilà. Et ceux que ça intéresse, non pas parce qu'ils sont malades, mais que quelqu'un de proche est malade, eux doivent être également très informés, parce que ce sont des maladies qui ont des particularités qui vraiment demandent de la compréhension, de l'information pour l'entourage des personnes malades. Voilà. Donc ça, c'est une introduction que je voulais faire parce que c'est important et je pense que les témoins qui sont ici, l'association qui est présente, vont aussi nous le rappeler. Alors je vais vous dire quelques mots, je ne veux pas être particulièrement long, voilà, parce que le temps va passer vite. Je voudrais vous dire quelques mots sur cette maladie. Alors, la maladie, enfin la bipolarité, qui s'appelait avant, vous savez, les psychoses maniaco-dépressives, hein, les PMD. En fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que cette maladie est une maladie. C'est une maladie, dans la mesure où on parle de maladie bipolaire, de trouble bipolaire, on est dans
quelque chose qui est de l'ordre de la maladie. On est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la normalité. Moi, je vois trop souvent des personnes qui viennent me voir, ou même des confrères qui m'envoient des patients, et qui me disent « patient bipolaire » ou « j'ai une bipolarité ». Évidemment, ils sont allés sur Internet, ils ont regardé ce que c'était que la bipolarité, et en regardant ce que c'est que la bipolarité, ils se sont dit ben, « moi aussi, j'ai des jours où je suis en forme, des jours où je suis moins en forme. C'est vrai qu'il y a des jours où je dors moins bien, c'est vrai qu'il y a des fois j'ai envie d'acheter des trucs, c'est vrai qu'il y a des fois... Bon, tout le monde a un certain degré de bipolarité en lui. Tout le monde vit des émotions, tout le monde a des jours où il est bien, où il a un peu d'assurance, un peu plus de confiance, et des jours où il est moins bien. Donc, il faut bien comprendre que quand on parle de bipolarité, on parle vraiment d'un mécanisme qui a une certaine intensité, hein, qui n'est pas normal. Si on est dans la normalité ou dans une variabilité tout à fait classique, on n'est pas dans la bipolarité. Hein. Encore une fois, moi je suis un bipolaire. Clairement, je suis un bipolaire. Mais je ne pense pas être malade. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Voyez, c'est comme l'anxiété. L'anxiété, qui n'a pas d'anxiété? Parfois, on ne s'en rend même pas compte, mais on a un peu d'angoisse, on est un petit peu tracassé, on s'interroge, on est un peu négatif. Et puis, une heure après, on n'y pense plus. Vous voyez, on n'est pas malade. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'anxiété. Il faut vraiment différencier les choses. Hein. On a le droit d'avoir des symptômes sans être malade. On a le droit d'avoir des variations sans être malade. Et je pense que c'est très important aussi de focaliser notre attention sur tout le monde n'est pas malade. Voilà. Parce que moi, je vois trop souvent des personnes qui viennent dans les cabinets et qui nous disent « j'ai une bipolarité ». Bien sûr que vous avez une bipolarité. Enfin, je veux dire, bien sûr que vous avez des variations de l'humeur. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Hein. Mais la bipolarité, c'est vraiment des variations spectaculaires. Hein. C'est des changements de comportement, c'est des changements assez spécifiques, pas toujours brutaux, mais souvent assez brutaux, et des changements spectaculaires. Et dans la bipolarité, il y a une sorte de spécificité. Alors, on peut jouer un peu sur ce terme, mais c'est que dans la bipolarité, vous avez une spécificité, c'est les accès qu'on appelle les accès d'euphorie ou les accès maniaques ou hypomaniaques. Alors, qu'est-ce que c'est? Ceux qui en ont vécu savent très bien ce que c'est. À un moment donné, assez souvent, donc ces gens-là se mettent à changer de comportement et à ne plus percevoir de frein dans le système de contrôle des décisions. Tout d'un coup, on a envie de voyager, on a envie d'acheter. Moi, je me souviens d'une patiente qui avait acheté, qui n'avait pas un sou. Hein. Elle boitait, elle avait tout pour elle. Hein. Vraiment, c'était vraiment terrible. Bon. Et un jour, elle revient, elle était en train d'aller mieux, je le voyais bien, j'étais assez content de moi. Et elle revient de La Rochelle, elle me dit oh, j'ai passé une bonne journée. Elle me dit j'ai acheté une maison à La Rochelle. Voilà. Je ne sais pas avec quel argent. Hein. Donc évidemment, on a annulé l'acte d'achat qui n'avait pas de sens. Voyez, c'est le genre de choses qui arrivent quand on est dans ces états d'euphorie maniaque. Hein. Tout peut arriver hein, dans ces actes-là, tout peut arriver, des voyages pathologiques, des gens qui se mettent à partir, et puis ils font des voyages en faisant du stop, hein, avec quelques billets dans la poche, et puis ils sont partis, voilà. Et puis il faut attendre que la maladie s'arrête, ou qu'il y ait un vrai problème pour qu'on s'inquiète de savoir d'où ils viennent et comment les faire revenir. Et souvent, d'ailleurs, ils sont hospitalisés dans les villes où ils se trouvent, qui sont parfois très éloignés de l'endroit où vous habitez habituellement, et on met un certain temps pour les rapatrier. Je me souviens, j'ai un de mes confrères que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, qui s'appelle le docteur Borowski. Le docteur Borowski m'avait raconté qu'il avait travaillé, quand il était, je crois, en militaire, à Saint-Laurent du Maroni. C'est au fin fond de la Guyane. Il m'a dit, moi j'en ai vu plein des états maniaques à Saint-Laurent du Maroni, parce que les gars, ils partent, et puis en fait, bon, la Guyane, c'est la France, ils arrivent en Guyane, bon, ils vont encore plus loin, parce qu'ils vont encore plus se perdre, et puis ils arrivent à Saint-Laurent du Maroni, c'est le bout du monde, et là, il faut les rapatrier, il n'y a plus de solution. Voilà. Donc, il m'a raconté qu'il avait plein de cas comme ça, et son travail, souvent, c'était de rapatrier les gens. Voilà. Donc ça, ce sont des états maniaques. Alors, évidemment, vous avez les états maniaques
sévères, comme je viens de vous le décrire. Et puis vous avez des états d'hypomanie. Alors, tout ça, c'est des nuances. L'hypomanie, évidemment, il n'y a pas de rupture avec le comportement précédent aussi net. L'hypomanie, ce qui surprend, c'est que souvent, c'est des gens qui n'étaient pas très bien quelques mois avant, qui étaient souvent un peu dépressifs ou qui n'étaient pas dans ce tempérament-là, et tout d'un coup, qui se mettent à se sentir bien et à avoir envie de faire des choses et moins ressentir ces freins. Vous voyez, ces freins qui font que, généralement, soit on est normal, soit on est anxieux. Dans tous les cas de figure, on a du mal à prendre des décisions. Vous voyez, et les hypomanes ont cette facilité à prendre des décisions. Alors, pas forcément sur un coup de tête. Hein, c'est pas, vous avez des anxieux qui ont tellement marre de mettre le curseur d'anxiété très très haut que parfois ils craquent un peu et ils s'achètent 2 pantalons. On n'est pas là-dedans. Hein, on n'est pas dans le se faire plaisir sur une demi-journée. On est sur un comportement généralement un peu plus régulier et sur une durée plus longue. Encore que tout se voit dans les durées de la bipolarité. Hein. Je vais dire que très généralement, alors moi ce que je vois beaucoup dans ma patientèle, dans mon activité, je vois beaucoup de personnes qui font des dépressions. Non, prenons le cas à l'envers. Prenons le cas des gens qu'on voit pour des états maniaques, ou hypomaniaques plutôt. Généralement, c'est plutôt des hypomaniaques qu'on voit. On voit des gens donc, qui sont un peu euphoriques, qui ne se rendent absolument pas compte de leur euphorie. C'est bien évidemment la famille qui vient nous alerter, qui nous dit « attention, on a un problème avec notre mère, notre frère, etc. » parce qu'il fait des dépenses inutiles, on ne sait pas comment contrôler la situation, on s'inquiète du truc. Le malade, il va parfaitement bien. Alors, tu es obligé de lui dire « mais oui, mais il y a quand même des problèmes, regardez. » Mais tout va très bien, mais quel est le problème? Mais vous avez quand même, financièrement, est-ce que vous pouvez vous permettre? Bien sûr, je n'ai pas de problème, regardez, j'ai tout. Bon, bref, hein. Ils nous expliquent qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison, que rien ne peut leur arriver. Et puis, ça ne dure pas souvent très longtemps. Ça dure souvent quelques semaines, quelques mois. Alors, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais c'est plutôt ce qu'on rencontre, des états maniaques qui durent comme ça quelques semaines. Et puis, quelques temps plus tard, et souvent assez rapidement, ces personnes font un gros état dépressif. Hein, ce qui va durer, lui, pendant pas mal de mois. Et l'expérience que j'ai, c'est que ces états dépressifs ne traînent pas beaucoup d'ailleurs, et qui sont d'autant plus forts que la période qui a précédé en hypomanie ou en manie a été également sévère. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup. Et là, les patients sont demandeurs de prise en charge, et là, ils se mettent dans une position d'écoute hein, par rapport à la psychiatrie, par rapport à la profession qui leur explique ce que c'est. Et vous voyez, par exemple à Saujon, on a un centre bipolaire, un centre qui est fait pour traiter, pour prévenir les bipolarités. Et c'est vrai que on a beaucoup développé quelque chose qui est très efficace dans cette spécialité, qui est la psychoéducation. C'est-à-dire qu'on explique comment se met en place sa maladie, on explique les symptômes de la maladie, on essaie de se retrouver les éléments précurseurs, prédictifs de la maladie à venir, parce que très souvent, dans cette maladie, on s'aperçoit que c'est un peu les mêmes symptômes qui reviennent quand il y a une rechute. Et les patients sont assez rapidement très bons conseillers et très bons analyseurs de ces symptômes prédictifs, de symptômes précurseurs. Et le travail de prévention par la psychoéducation, le travail d'explication du fonctionnement de la maladie, le repérage des symptômes cibles, le réflexe de demander conseil et de rajouter le traitement dans ces moments-là, ce sont des éléments très très importants de la prise en charge et très efficaces. Très efficaces. La compétence du malade à repérer et à prendre les décisions qui s'imposent dans ces moments-là est vraiment un élément de très bon pronostic de la maladie. Et on a de la chance parce que c'est une maladie qui est lourde. Une maladie qui est lourde quand même, parce qu'il y a des gens qui font 3 mois d'état maniaque, 2 ans de dépression derrière, parfois des dépressions graves et sévères. Il y a même des états dépressifs majeurs avec des états mélancoliques ou des états suicidaires. Donc c'est une maladie quand même qui n'est pas neutre, hein, loin de là. Elle est très impactante, elle fait très peur, elle bouleverse beaucoup pendant cette période de maladie la vie des gens. Donc c'est une maladie qu'il faut prendre très très au sérieux, d'autant plus, et ça c'est le bon côté,
c'est que c'est une maladie qui a plutôt un bon pronostic. Même si elle ne guérit pas forcément, elle a un bon pronostic. Elle a un bon pronostic pour plusieurs raisons. La première, c'est que, si vous voulez, hormis la bipolarité, les bipolaires sont des gens normaux. Vous voyez, par exemple, les schizophrènes, quand ils sont tout le temps un peu schizophrènes, ils sont jamais complètement normaux. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui est handicapant dans leur vie. Ils ne s'en rendent pas vraiment compte, mais au moins, ils n'ont pas cette difficulté-là. Vous n'avez pas, excusez-moi, les bipolaires n'ont pas cette difficulté-là. Quand ils retrouvent l'état de normalité, ils n'ont pas, généralement, enfin, la très très grande majorité des bipolaires, n'ont pas, dans leur mode de fonctionnement, de vie, de compréhension, d'affect, de relation, ils n'ont pas d'anomalie dans leur comportement. Vous voyez, donc c'est des gens, entre guillemets, normaux. Et ça, c'est quand même important. Quand vous sortez de la crise, vous avez une vie normale. Alors, sauf que, évidemment, parfois, il n'y a plus d'emploi, il peut y avoir des problèmes de couple, d'environnement, enfin, évidemment, tout est relatif. Mais enfin, en termes de comportement personnel, ça n'a pas d'impact irréversible sur votre comportement. Ça, c'est un premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'éducation psychothérapique, la psychoéducation, la formation à la compréhension de la maladie est quelque chose qui est très efficace. Ça ne suffit pas, mais c'est très efficace. C'est vraiment fondamental. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les services de psychiatrie qui s'intéressent à cette maladie font de la psychoéducation. Hein, c'est ce qu'on fait d'ailleurs donc à Jean Delay. Le troisième élément, c'est que dans ces phases aiguës, il y a des traitements. Parce que finalement, la psychiatrie, ce qui est curieux dans la psychiatrie, c'est que les maladies, entre guillemets, ou les accès aigus, en général, se traitent pas mal. Moi, je trouve qu'on a de très bons résultats sur les accès aigus, parfois plus difficiles sur les accès chroniques. L'accès chronique, on a parfois plus de difficultés à faire bouger les choses. Donc les accès aigus, on a des résultats. Alors dans l'euphorie maniaque, le problème, c'est l'accès aux soins que les malades refusent, puisqu'ils se sentent bien. Mais sinon, on a des moyens de casser l'accès euphorique. Et les accès dépressifs, quand on a des états mélancoliques, on a des moyens de traiter. On a des antidépresseurs, alors je sais que certains ne sont pas très favorables, mais on a les sismothérapies, les électrochocs, qui sont très efficaces, même très très efficaces dans ces états aigus. Je vous raconterai d'ailleurs, si vous êtes intéressé, une histoire d'une femme qui était une très grande bipolaire entre 84 et 2000. Je vais être rapide. 84, elle a tout le temps été à l'hôpital entre 84 et 2000. Elle était en région parisienne, elle est venue s'installer avec son mari à La Rochelle. Je l'ai pris en charge en 97 ou 98. Et je l'ai vu dans tous les sens, en haut, en bas, ça n'a pas arrêté. Son mari m'a montré son dossier, j'ai vu que pendant les 15 précédentes années, elle était tout le temps dépressive et bipolaire et maniaque. Vraiment, c'était très, très tenu, hein, son dossier médical. Et elle arrive à Saujon pour un état maniaque. Je le mets sous un médicament qui est un neuroleptique pour l'éviter qu'elle soit un peu trop euphorique. Et là, elle se casse la figure 3 fois par jour. Et je dis à son mari, je propose qu'on fasse des électrochocs, parce qu'avec les électrochocs, on devrait casser le processus euphorique. On lui a fait des électrochocs, même pas beaucoup, hein, 3 ou 4. Ça a complètement éteint la phase euphorique. Je l'ai mis sous un médicament que vous connaissez certainement qui s'appelle le lithium. Bon, elle est décédée il y a 2-3 ans, mais pendant les 20 ans qui ont suivi, elle n'a plus jamais fait un accès euphorique ou dépressif, ou maniaque, ou dépressif, pardon. Donc vous voyez, c'est quand même très très intéressant de voir que de 20 ans de maladie, on est passé à 0 année de maladie, hein, entre avant et après. Et quand on dit que les maladies ont tendance à s'aggraver, vous voyez, c'est loin d'être vrai dans la majorité des cas. Alors, ce que je voudrais, pour revenir à mon histoire, c'est dire qu'on a donc traitement curatif. J'ai parlé des antidépresseurs, j'ai parlé des sismothérapies. On a aussi les thérapies qui peuvent avoir sur des dépressions ou des accès euphoriques peu sévères et pour lesquels il y a une capacité psychologique à travailler. Donc on a aussi la possibilité dans certains cas de travailler en psychothérapie. Et puis vous avez une troisième carte qui est fondamentale, qui est la carte peut-être la plus importante dès lors qu'on est sorti de l'accès aigu, c'est la prévention. Et on a des outils de prévention. Alors ça, c'est assez merveilleux parce que c'est des traitements, je ne sais même pas comment on a pu vraiment découvrir ces médicaments. C'est un peu le hasard. On s'est rendu compte au cours du temps,
Pour le Teralid, c'était en 1971, dans un hôpital suédois. On s'est rendu compte, dans un certain nombre de cas, que des gens qui prenaient ces médicaments avaient des comportements différents et que les comportements pathologiques finissaient par se calmer. Voilà. Et c'est vrai, honnêtement, que le lithium est un médicament que moi je prescris depuis longtemps. Avant moi, mon père était prescripteur, était psychiatre, donc il me l'avait expliqué aussi. Il avait remarqué ça assez rapidement quand il a pratiqué la prescription de ces médicaments. Eh bien, ces médicaments ont une action quand même assez phénoménale sur l'évolution des bipolaires. Alors on dit généralement un tiers de résultats parfaits, un tiers de résultats moyens, c'est-à-dire nette atténuation. Vous voyez, la variation, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Vous voyez, elle est beaucoup plus atténuée. Et un tiers de non-résultats. Il y a quand même un tiers de gens qui ne répondent pas. Alors, quand vous avez dans la famille des gens qui ont des bipolarités et qui sont répondeurs au Teralid, eh bien, généralement, ça marche très très bien sur la famille. Donc, c'est aussi un critère en faveur de ce médicament. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez plusieurs familles de médicaments qui se sont implantés, si je puis dire, ces dernières années, notamment les antiépileptiques ou les antipsychotiques, pour lesquels il y a vraiment des prescriptions aujourd'hui. Et moi, j'ai vraiment un nombre de patients, même si je n'ai pas une immense clientèle, parce que j'ai un petit peu, enfin, je suis moins de malade que par le passé, mais je peux vous garantir que je vois énormément de patients qui sont stabilisés depuis des années par ces médicaments, que je vois une fois par an, parfois que je ne vois plus, mais quand je les revois de temps en temps, je vois bien qu'ils sont très stabilisés. Et moi, ce que je voudrais vous dire par rapport à cette question de la bipolarité, c'est l'importance de la prise en charge, l'importance de la médication, l'importance de la psychoéducation, l'importance de la prévention. Et j'en parlais avec un professeur de psychiatrie parisienne, de Sainte-Anne, qui est venu longtemps organiser des réunions avec moi là, sur Royan dans le cadre des journées psychiatriques, professeur Ollier. La dernière fois qu'il est venu, il avait dit aux journalistes un truc très intéressant. Il avait dit, vous savez, les bipolaires qui sont bien pris en charge, qui sont bien soignés, et pour lesquels le traitement agit, le traitement actif et le traitement préventif, ont une espérance de vie comparable aux gens normaux. Alors ça, si vous voulez, c'est quand même un message important. C'est-à-dire que si jamais vous avez la chance d'avoir un traitement qui marche, si jamais vous avez la chance d'être pris en charge comme il faut, et que les thérapies sont bien utilisées et qu'en plus elles sont efficaces, ce qui est le cas d'un grand nombre de patients, votre pronostic est pratiquement comparable à celui d'une personne normale. Donc ça doit quand même vous guider dans l'importance pour vous, pour vos proches, de la prise en charge. Voilà. Le côté génétique n'est pas affirmé totalement. D'abord, il y a une chose à dire importante, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais c'est important de le dire quand même. Vous avez des maladies bipolaires qui sont très endogènes, si je puis dire, notamment ce qu'on appelle les bipolaires 1 de type 1, qui ont des grands accès maniaques et des grands accès dépressifs. Pour ces gens-là, on pense que la dimension génétique est très nette. Généralement, on voit beaucoup de cas de bipolarité dans la famille, souvent 1, 2, 3 par génération. Donc là, dans ces cas-là, et ces gens qui sont assez répondeurs au lithium, dans ces cas-là, le caractère génétique, le caractère endogène, ne fait pas trop de doute. Il y a des bipolaires qui sont très sensibles à l'environnement. C'est plutôt les bipolaires de type 2, qui sont des gens qui ont des accès moins élevés, plus réactionnels à des situations de vie, à des souvenirs, à des circonstances. Et ces gens-là donc, réagissent un peu moins fort généralement, peut-être un petit peu moins sensibles parfois aux thymorégulateurs, mais voilà, n'ont pas les variations aussi importantes. Pour eux, le facteur génétique est un petit peu moins spectaculaire. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, et ça c'est ce que dit le truc qui s'appelle, comment ça s'appelle, fondamental, là, fondamental, voilà, fondation fondamentale, ce qu'ils disent, c'est que généralement quand vous avez un bipolaire dans la famille, le risque est multiplié par 10 de bipolarité pour les membres de la famille. Voyez, alors que quand vous avez une bipolarité simple, que vous n'avez pas de cas dans votre famille, le risque est de 1 à 2% à peu près. Voilà. Je vais arrêter là. Je suis mariée, j'ai 3 enfants,
de 3, 12 et 14 ans. Professionnellement, je suis infirmière depuis 2006 et je vous avoue que lorsque le docteur Dubois m'a proposé d'intervenir pour témoigner aujourd'hui, je me suis bien demandé ce que j'allais pouvoir raconter, sentant aussi le stress monter. Voilà, stress normal. Et puis finalement, 2 jours après, j'ai accepté. Et là, je me suis rappelé que beaucoup dans les hôpitaux dans lesquels je suis passée, et tous les autres professionnels de santé, psychiatrie, psychologues ou infirmiers, me disaient beaucoup qu'il fallait écrire, qu'écrire ça faisait du bien, écrire ça permettait de prendre de la distance. Et en fait, je ne l'ai quasiment pas fait. Mais j'ai retrouvé un écrit que j'ai retrouvé dans un carnet un peu fourre-tout, que j'avais acheté une fois que j'étais sortie un peu de tout ça. Sur la couverture était écrit « Mon futur, nouvelle génération ». Et dedans, j'avais mon premier entretien d'embauche que j'avais passé en octobre 2021, avant de reprendre le travail. Et donc là, ça, c'était la page d'avant. Et la page d'après, il y avait le programme de crèche pour novembre 2021. Et au milieu, en fait, j'avais écrit un petit quelque chose qui rimait un peu, pas trop mal, un peu malhabile. Ça respecte aucun pied, mais bon, j'ai regardé sur Internet, et ben ça existe quand même, les poèmes comme ça, et ça s'appelle des poèmes libres, donc c'est pas mal. Donc j'ai apporté juste quelques modifications, et j'aurais souhaité en faire mon introduction, en fait. Parce que ce poème, ou pseudo-poème, montre un peu l'état d'esprit dans lequel on peut être quand la maladie arrive, l'état d'esprit dans lequel on peut être quand le diagnostic est fait, quand on se rend compte de ce qu'on a fait, quand on se rend compte de ce que les autres ont vécu à travers ça, et comment on peut se relever de tout ça. Donc, c'est pour ça que j'avais intitulé mon témoignage « Tout un poème ». Et je ne suis pas en danger, hein, docteur, pourtant je suis stressée. C'est en cette fin d'année 2018 qu'a débuté mon côté sombre. En préparation, une véritable bombe. Bombe à retardement à mon insu, et petit à petit, des éclats d'obus. Éclats d'obus se projetant tranquillement, puis violemment, sur mes plus proches parents. Parents, maris, enfants, frères et copains, le moindre contrôle était vain. Vain d'essayer de les écouter. Je suis entrée dans la bipolarité. Bipolarité, joli mot pour qualifier une maladie déjantée et imposée. Imposée, avec une impossibilité de maîtriser ses hauts, ses bas, pour moi mélangés. Mélangés entre toute puissance et malheureuse tristesse. Entendez, il faut que ça cesse. Cesse, nous sommes à bout. Et je divague, je délire, je perds pied. Allez, stop, stop. Arrêt forcé en HP, secteur fermé, particulier, vous connaissez? Je l'avais écrit, mais je ne l'ai pas dit avant. HP, c'est ni hyperprotéiné, ni harmonie parfaite, c'est hôpital psychiatrique. Connaissez-vous cette sensation? Me voilà dans un bocal protecteur tel un poisson, dans lequel je ne peux que tourner en rond. Rond comme mes premiers comprimés, sans encore pouvoir mettre des mots, un nom sur ma foutue maladie. Maladie d'artiste, paraît-il. Mais c'est principalement à ce moment que je réalise être tout simplement fragile. Fragile, perdue, cassée et absurde encore, car résistent toutes mes saugrenues idées. Idées folles, diriez-vous, peut-être. Sachez que même à bout, j'y vivais de tout mon être. Être, je l'étais encore, mais bien loin de la réalité, qui ne gagnait que mon désaccord. Désaccord également de mon entourage. Certains, maintenant loin des éclairs du tonnerre, laisseront passer l'orage. Orage, je la ressens aujourd'hui, grâce à eux qui pourtant disent avoir compris. Compris, maladroitement, que c'est en m'éloignant, m'abandonnant, m'ignorant, qu'ils sont de vrais aidants. Et dans le deuil de ces gens bien vivants et chers à mon cœur, j'ai fatalement dû apprendre à renoncer. Renoncer au passé, à des relations appréciées et estimées, et enfin intégrer que tout mon désordre a bien servi la communauté. Communauté explosée, profite de mes faiblesses pour attaquer où le bas blesse, et pas seulement moi. Moi non plus, je n'ai pas voulu de tout cela.
Ainsi banni, effacé, rejeté, je réalise la violence de mes dires et faits inconscients et insensés. Insensés mais pleine de sens, de ressenti, de sentiments et de reconnaissance. Aujourd'hui, je vous dis merci. Merci à vous qui m'avez fait hospitaliser, mes frères absents, merci. Merci trop peu, papa, maman, pour votre amour inconditionnel, sans oublier mes mamies, tonton, tati, cousins et fidèles amis. Merci. Merci à mes amours, mon mari, mes enfants, heureusement toujours présents malgré cette traversée en enfer. L'enfer, toi, petit homme, tu l'as connu de l'intérieur et tu as dû sérieusement t'accrocher dans mon bas-ventre rempli d'eau. Oh, tu le sauras, mon chéri, que ta présence, ton amour et tes besoins primaires auront guidé ma route vers une stabilité. Stabilité retrouvée avec attirail chimique journalier et bataillon de soutien psychologique. J'en ressens effectivement toujours quelques effets. Effets de petits ascenseurs émotionnels qui m'émeuvent, m'endorment ou me réveillent, mais ceux-là ne me couperont plus les ailes. Ailes pour voler, pour vivre et réaliser que je suis bien là, que le plus dur est bien passé. Passé, terminé, présent à savourer pour un futur débordant de petite beauté. Beauté, vous l'êtes. Beauté d'âme et d'humanité, vous les professionnels intra- et extra-hospitaliers, rencontrés. Vous êtes de bons partenaires. Partenaires, soyez-en, vous, l'entourage, les amis, la famille, selon vos possibilités. Je sais aujourd'hui à regret qu'indéfectible rien ne l'est. Rien ne l'est, mais tout peut être, grâce à une dose de patience, du temps, un peu d'ouverture de conscience, un accompagnement bienveillant et beaucoup de qui adoucissent les problèmes. Problèmes, complications ou difficultés, nous en rencontrerons d'autres. Mais avec vous, je continue d'y croire et d'avancer, et ma vie conserve ainsi la saveur d'un poème. Pour expliquer ce qui s'est passé, bien qu'il y ait des bribes dedans, mon histoire a commencé en fait avec une ascension malheureuse. Nous avons perdu, mon mari et moi, sa sœur, en janvier 2018. Elle s'est suicidée avec de l'insuline, sauf qu'on ne savait pas qu'elle était malade et qu'elle avait des idées comme ça. C'est pas venu tout de suite, mais à partir de mai de cette même année, j'ai commencé à rentrer un peu en hyperactivité. Donc j'étais infirmière libérale avec mes collègues qui sont là et amis. J'ai commencé à faire de l'intérim en plus, prétextant que c'était pour gagner un peu plus d'argent. Mais donc, je travaillais et libéral et en nuit de temps en temps. Et petit à petit, ça s'est installé. Fin d'année, mon mari était manipulateur. Je voyais de la manipulation partout, et même chez nos patients, même chez les accompagnements de patients. Je ne comprenais pas, il y avait un des accompagnants, je me rappelle, son métier avant, et du coup il suivait encore, il élevait des chevaux, mais des trotteurs. Et je ne comprenais pas qu'il ne puisse pas faire galoper des chevaux. Et celui-là, j'en ai beaucoup parlé, et pour moi, il était manipulateur avec son épouse, enfin ça prenait des proportions, voilà. Donc mon mari, après être manipulateur, est devenu pervers narcissique. Je me renseignais sur tout, je lisais beaucoup, alors Internet, mais aussi des livres. Je me suis même renseignée sur, comment on appelle ça, je crois que je l'avais écrit, la programmation neurolinguistique. Vous savez, c'est quand on met les bras comme ça, l'œil ici, là. Mon mari finissait par me parler et je lui disais non, là tu me mens. Je vois que tu me mens, tu mets l'œil à gauche. Ah, là tu parles d'un souvenir parce que je vois que tu mets l'œil droit à droite. Donc en fait, j'étais hyper active et dans mes mots et dans mes pensées, en étant persuadée de ce que je disais. J'ai attaqué, certes, mon mari, mais j'ai attaqué aussi une de mes belles-sœurs, surtout un peu plus tard. J'ai voulu divorcer, j'ai ensuite quitté la maison en 2019. Et c'est allé crescendo jusqu'à penser à ce que mon mari était abuseur de mes enfants. J'ai appelé le 119, le service à l'enfance, au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois peut-être, en pleurant au téléphone parce que j'étais persuadée de ce que j'avançais. J'envoyais la dernière semaine, là, j'envoyais des SMS à tout va à mes frères, mes belles-sœurs pour qu'ils protègent mes enfants de mon mari. J'ai crevé ses pneus aussi avec des petits ciseaux à ongles. Si bien que le 14 mai 2019, j'attendais sur le parking de mon médecin traitant. Il était 2h du matin. Et là encore, j'avais envoyé plein de SMS, donc mes frères savaient où j'étais.
Et ils sont arrivés vers 2h30. L'un au téléphone, plutôt calme, j'entendais pas trop ce qu'il disait. L'autre a me hurlé dessus en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Et le camion de pompiers est arrivé. J'étais sur ce parking parce que je me disais que j'allais attendre mon médecin traitant, parce que ma fille avait confiance en lui, qu'elle pourrait lui parler, et du coup, il pourrait l'emmener à l'hôpital pour faire des examens, pour prouver ce que je pensais. Donc j'avais moi aussi déjà ma petite valise dans la voiture, me disant comme ça je pourrais accompagner ma fille. Les pompiers sont arrivés, je ne sais pas si j'étais résignée ou si je pensais qu'ils allaient pouvoir m'aider. J'ai pris ma valise et je suis montée. On a parlé chevaux avec le pompier qui était avec moi et il m'a emmenée à Marius-Lacroix. Donc là je me suis retrouvée en service fermé avec d'autres idées complètement dingues et qui commençait à toucher ma propre sexualité, en disant certainement il m'est arrivé des choses, donc je ne vais pas parler de toutes les images que je voyais, mais juste vous dire que c'était l'enfer, et surtout dans un endroit qu'on ne connaît pas. J'ai vu un psychiatre, j'ai eu le droit à un petit anxiolytique, et le lendemain matin j'entendais des bruits, les gens tapaient à ma porte, la porte s'est entrouverte, et j'ai hurlé. Cette hospitalisation, je n'ai pas grand de souvenirs. Je me souviens avoir vu ma bichette, mes parents, un de mes frères, un oncle, une tante. Je me souviens avoir eu la permission que mes parents me remettent ma guitare, parce qu'il y avait 2 infirmiers qui faisaient de la guitare. Donc ça, c'est des temps que j'ai plutôt appréciés. Donc là, on est en mai. Je suis sortie en juillet, du coup, chez mes parents, puisque moi, mon mari avait encore ces étiquettes un peu de manipulation. Il n'était plus ni abuseur, ni pervers narcissique. J'avais quand même descendu, mais je n'étais pas encore au niveau de me dire qu'il était bienveillant. Donc un petit tour chez mes parents, et puis finalement j'ai rejoint le foyer familial courant septembre, ou juste avant la rentrée encore, cette année. Et là ça a fait l'inverse, mais sans que je puisse le dire. J'étais juste pas bien, mais sans pouvoir expliquer comment, pourquoi. Ah oui, chose que j'ai oubliée, mais j'en parle dans le poème. Je parle d'un petit truc qui est dans mon bas-ventre plein d'eau. Donc je suis enceinte. Donc je ne suis pas sous lithium, parce que le lithium n'est pas prescrit pendant la grossesse. Donc je suis sous Zyprexa, je crois. Donc descendue, mais pas stabilisée. Et je me rappelle à cette période de retour à la maison que j'arrivais à avoir des impatiences dans les bras. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais c'est le même genre, mais dans les bras, et c'est intolérable, et j'en avais tous les jours. Jusqu'au moment où j'ai pris ma première dose de médicaments. Donc là, rebelote, je suis repartie en secteur fermé pendant 10 jours, puis ressortie dans mon foyer familial, puis j'ai repris des médicaments, un peu plus. Là, je suis allée en secteur semi-ouvert à Marius-Lacroix, et là, ils nous ont dit « Madame, on est obligé de vous garder, vous êtes enceinte, donc on vous garde, on programme l'accouchement, et puis après, on verra ». Donc, ils ont programmé l'accouchement le 10 décembre, Thibaut est arrivé le 11, on a fait 10 jours ensemble à la maternité, et après, ils nous ont envoyés tous les deux dans une unité très intéressante, c'est une unité mère-enfant, à Charles-Perrins, sur Bordeaux. Donc il n'y avait que des mamans, beaucoup de bipolaires, un peu de dépressives, avec des nourrissons. Et c'était compliqué, mais je pense que c'était nécessaire. Il a été pris la décision que je retourne chez mes parents, à ce moment-là. Et du coup, je suis sortie le 16 mars, jour de la veille du confinement, le premier confinement qu'on a tous vécu. Je pense que le confinement, finalement, a été quelque chose de pas si mal pour moi, parce que je ne me posais pas la question pourquoi je vois personne, pourquoi je ne peux pas sortir. C'est comme ça, c'est le confinement. Une fois le confinement passé, c'est là où ça a été un peu plus compliqué, c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre conscience du rejet. Et je crois que même aujourd'hui, le rejet est quelque chose de très compliqué à gérer. Et en même temps, je ne peux pas faire les choix pour les autres. Donc j'essaye d'être un peu résignée, mais ça ne m'enlève pas un peu de colère et un peu de tristesse aujourd'hui.
J'ai donc repris le travail en novembre 2021. Je suis dans un EHPAD où je m'éclate parce qu'il y a plein de trucs à faire et qu'on me laisse beaucoup d'autonomie. Je n'ai pas dit que j'étais bipolaire quand j'ai été embauchée, j'ai dit que j'avais fait une pause pour mon bébé, ma grossesse. Mais maintenant, tout le monde sait, tous les professionnels savent que je suis bipolaire parce que pendant les 6 premiers mois, j'ai vraiment eu l'impression d'être un peu imposteur. Ne pas dire qui je suis vraiment. Je suis Sophie, mais je suis bipolaire, même si ce n'est pas ça qui me définit. Je veux qu'ils puissent s'attendre, je ne sais pas moi, si vraiment j'ai un coup de moins bien, qu'ils puissent s'attendre aussi à devoir me soutenir. Et ben ça a eu cet effet en fait. Quand j'ai dit que j'étais bipolaire, ils l'ont très bien entendu et ils m'ont dit que si jamais j'avais besoin de venir parler, que je serais soutenue. Et ça c'est très bien. Mais je suis en travailleur handicapé à vie. J'ai le papier, mais je ne l'ai pas fait jouer pour mon travail. Et donc, je suis revenue donc, au foyer familial. Tout se passe plutôt bien. J'ai des petits hauts, des petits bas. J'achète pas mal. J'adore Vinted. Vraiment, Vinted à éviter. Donc, maintenant, ce qu'on fait depuis seulement 3 mois, c'est que je ne garde pas toute ma paye pour moi, parce que du coup, on a gardé nos comptes séparés. Quand j'ai voulu divorcer, forcément, j'avais créé un compte pour moi. Et du coup, je ne garde pas toute ma paye pour moi et j'en vire sur le compte de mon mari. Et comme ça, on protège la famille si jamais je veux acheter une Ferrari, comme disait Tonton Dubois. À savoir quand même quelque chose que j'ai oublié de dire. Quand je suis partie en crise, que je suis partie de la maison, donc je continuais le libéral jusqu'au 15 mars 2019, où ce matin-là, je suis arrivée pour ma tournée. Je suis restée 2 heures dans ma voiture sans pouvoir en descendre. C'est pour ça que mes troubles étaient mélangés, parce que là, les psychiatres me disent que c'est plutôt dépressif, alors que j'étais dans une phase maniaque. Et au bout de 2 heures, j'ai appelé ma collègue qui est venue, qui m'a emmenée chez un médecin avec lequel on travaillait, qui n'a rien vu. Savoir aussi que j'avais vu un psychologue avant, qui n'a rien vu, mais parce qu'il ne me connaissait pas, je pense. Que j'ai fait 2 séances d'hypnothérapie avec un autre médecin, qui n'a rien vu non plus. Donc en fait, le bipolaire est très fort en période maniaque pour faire passer aussi ses idées. Mon mari était pervers narcissique aux yeux de toute ma famille. Hein. Vraiment, je suis arrivée avec un truc béton en leur disant par A plus B, tatati, mais si c'est ça, regarde quand c'était comme ci, c'était comme ça. Et tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. Donc moi, j'étais dans la brèche jusque-là. Donc maintenant, j'en suis sortie, donc c'est finalement possible. Et j'ai pas fait de conclusion parce que j'ai pas fini d'écrire. Donc mais j'ai juste à remercier le docteur Dubois de m'avoir permis de m'exprimer et de raconter mon histoire. Et s'il y a des gens avec des troubles bipolaires dans la salle ou qui connaissent, voilà, vous pouvez donner l'exemple que moi, c'était il n'y a pas si vieux, hein, 2019, que c'est possible et qu'on s'en sort bien et qu'on vit bien. Que le lithium doit être bien dosé parce qu'il faut qu'on soit un peu plus haute que n'importe qui, voilà. Parce que quand le lithium est un peu trop bas, ben ça marche moins bien. On est malheureux. Je vais un peu de témoigner sur les conséquences familiales qu'a eu cette maladie chez vous. Parce que vous en avez parlé l'autre jour là, à la visioconférence. C'est important quand même, c'est important. Expliquez où vous en êtes au niveau de vos relations familiales. Alors, aujourd'hui, certaines personnes de mon entourage très proche, donc je parle donc des frères, belles-sœurs, et j'ai aussi 2 sœurs de cœur, mais c'était vraiment des sœurs parce qu'on se connaît depuis ma naissance. Alors ces 2-là, je ne les vois plus. Il y en a une pourtant qui est marraine de mon grand. Je n'ai pas de relation avec mes frères, hormis des petits. J'ai réussi à avoir un petit message pour mon anniversaire. Un 3 semaines après, mais le bonjour, mais il croyait s'être trompé, il croyait que c'était le lendemain, mon anniversaire. Et les autres m'évitent. Le souci, c'est qu'ils ne m'évitent pas que moi. Ils évitent aussi mes enfants. Et là, c'est là où ça devient très compliqué. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus? Que c'est malheureux, mais que je ne peux pas... Non, mais
voit bien, je me permets juste d'intervenir parce que c'est vraiment très intéressant, si vous voulez, parce que ça, c'est important qu'on le comprenne bien et qu'on le dise autour de nous. Ce que vous avez dit, je crois, c'est de la stigmatisation. C'est-à-dire que vous avez une maladie. Bon, pas drôle d'avoir une maladie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas sympa d'avoir une maladie. Personne n'a envie d'avoir une maladie. Vous avez une maladie. Bon, déjà, vous devez vivre avec. Et les gens de votre entourage qui sont censés quand même vous accompagner, vous aider, vous comprendre, vous soutenir, ils vous rejettent. Donc vous avez vraiment la double peine, quoi. Imaginez que vous ayez une maladie cardiaque. Vous faites des infarctus ou je sais pas quoi, ou des AVC, peu importe. Vous avez une maladie cardiaque, vous faites des épilepsies, des Parkinson. Vous imaginez? Vous êtes le conjoint, l'ami, le voisin, je sais pas quoi. Et puis, ah bah non, moi je veux plus te voir, hein, parce que t'es parkinsonien, moi tu m'intéresses pas. Hein. Toi, t'es cardiaque. Bah non, je m'intéresse pas du tout. C'est un cancer. Mais comment on peut raisonner comme ça? Alors, que ce soit difficile à vivre, que le mari en ait marre, ou pourquoi, parce que on a du mal à comprendre. On peut se dire, moi je veux pas trop m'investir dans cette histoire, parce que je comprends pas, je sais pas quoi faire, etc. Bon, ça peut se comprendre, parce que tout le monde n'a pas la psychologie, tout le monde n'a pas la patience, je sais pas quoi. Bon. Mais rejeter, dire je ne veux plus te voir. Oui, juste prendre des nouvelles. Ben, prendre des nouvelles. Et puis si vous voulez, on a l'impression qu'on est un peu dans vous savez, moi quand je fais un congrès en 2000 en Afrique, et il y avait un truc qui était extraordinaire, c'est que les Africains considéraient, enfin les médecins africains qui étaient là, c'était un congrès médical avec des professeurs, c'était un très bon congrès au Sénégal, et les médecins africains qui étaient là, qui étaient des médecins souvent de petits villages, ils étaient convaincus que l'épilepsie c'était induit par des forces, vous savez, là les gourous, là les vaudous, les machins comme ça. Et ils nous expliquaient ça. Mais ils levaient le bras, ils disaient oui, mais enfin, l'épilepsie quand même, c'est bien dû aux forces spirituelles, etc. Bon, enfin, on sait pas, on voit bien que l'épilepsie, c'est un phénomène qui est physiologique dans le cerveau. Et quand on met un antiépileptique, on guérit et le truc s'arrête. On le sait très bien. Mais les Africains, que j'ai vus en 2000, ils pensaient que c'était des conneries. Ils ne connaissaient pas ça. Eh bien, moi, j'ai l'impression que la maladie mentale, on en est à ce niveau-là, en France. On en est à ce niveau-là. On croit que c'est les gourous qui, je sais pas quoi, que les ondes, je sais pas, enfin, et on a peur. On a peur parce que, voilà, elle dit ça, voilà, c'est dangereux, hein, ça pourrait se transmettre, enfin, je sais pas, ça fait peur. Hein. Il y a une espèce de, on a dans ce pays, dans la société, c'est pas que la France, on a dans la société, mais ça, il faut casser ça. Dans la société, l'idée que ce qui est mental, notre cerveau n'a pas le droit d'être malade. Notre cerveau n'a pas le droit d'être malade. Parce que s'il est malade, alors moi aussi je peux être malade. Mais ça me fait peur, moi j'ai pas envie de croire que je peux être malade. Donc je m'écarte, parce que j'ai tellement peur que je puisse un jour être malade, que je préfère ne pas voir les gens parce qu'ils pourraient me le transmettre, je sais pas quoi. C'est invraisemblable. Vous faites un arrêt cardiaque, vous n'allez pas arrêter de voir la personne parce qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Enfin, c'est aussi simple que ça. On a plus d'empathie pour quelqu'un qui a un cancer que pour quelqu'un qui fait une dépression. Et pourquoi? Donc là, il faut casser ce processus. Il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens, et il faut que ça passe. Alors les médias le relaient quand même, hein. Ça, les médias sont bien pour ça. Mais voilà, il faut que vraiment on aille plus loin encore dans cette information. C'est vrai que c'est inacceptable, hein, cette histoire. Mais justement, c'est juste que ça lui fera plaisir à ma psychothérapeute. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé ma psychothérapie, j'en ai pas parlé. Mais du coup, c'était quoi? Avril 2020, donc confinement. Donc au téléphone toutes les semaines et ensuite toutes les semaines aller la voir. Maintenant, je suis à peu près à 4 semaines, 5 semaines. Mais j'y suis encore. Et justement, quand j'ai pris conscience de ça, du rejet, et ce dont parle le docteur Dubois, effectivement, et je l'ai dit à la visioconférence, je lui ai dit à ma psychothérapeute, j'aurais vraiment préféré avoir un cancer ou un accident de la route. Et en fait, elle l'a gardé. Souvent, quand il y a quelque chose qui la touche, elle me dit, oh, c'est comme quand vous m'aviez dit ça. Et elle me dit surtout, dites-le.
Oui, mais un cancer, ça peut être sourd, ça se voit pas, finalement, à l'intérieur. Est-ce que si on m'avait dit, t'es pas bipolaire, mais t'as un cancer du cerveau, on aurait peut-être pu faire ça. Oui, ça aurait été visible à ce moment-là. Mais vous verrez que les nouveaux qui le sauront, soit il y a les anciens qui restent, et après il y a les nouveaux qui le sauront et avec qui ça passera, parce qu'après on sait l'expliquer. Et bien, il faut faire plus de conférences. Ben, dans tout. C'est accepter que, comme disait le docteur Dubois, que le cerveau peut dérailler, sauf que là c'est compliqué. Le cerveau peut dérailler. Le cerveau peut nous emmener à avoir des signes comportementaux ou même physiologiques et physiques. Mais ça n'est pas. Oui, mais après, quand on le devient, c'est là. Après, on peut contrôler. Oui, mais ça fait peur aux gens, effectivement. Ça fait peur à l'entourage, la perte de contrôle, le fait de s'embêter avec des gens qui ont des comportements irrationnels. Enfin, celui qui a monté la tour Montparnasse, moi, je le trouve fou, quoi. Et pourtant, s'il passe, je vais aller lui parler. Ouais. Oui, on est bien d'accord, mais bon, je pense que c'est un comportement qui est assez égoïste, en fait. On est dans un monde égoïste. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur elle? Est-ce qu'elle va pas nous faire une crise dans 6 mois? Et est-ce qu'il va encore falloir la remplacer? Ah, bah oui, mais est-ce que je vais pas sortir et me faire écraser? Enfin, oui, oui, mais j'entends. Mes enfants, ben, le tout petit très bien, hein, vu qu'il a tout vécu avec moi. Ma fille était déboussolée, mais contente de me voir revenir. Et mon grand, déboussolé, content de me voir revenir, mais quand même, attention papa, parce que je crois qu'elle te manipule là. Voilà, donc il avait encore des trucs un peu... Ben, il voulait se protéger et puis protéger sa famille. Hein. Oui. 14-12, normalement, c'est une fois que l'adolescence est bien entamée. Donc on verra bien. Après, ma fille de 12 ans est suivie par le CMP. Elle est compliquée, elle est hypersensible, je pense. Elle veut sauver les ours blancs. Enfin, vous voyez, elle voudrait sauver la planète et elle ne comprend pas le rejet non plus. Non. Elle est dans l'adolescence un peu plus tôt que les autres pour l'instant. Et concernant les membres de votre famille, il y avait des gens dans votre famille qui avaient cette... Non. Pas connu. Je me pose des questions sur un cousin depuis 1 an, là. Mais il n'y a pas de diagnostic et il ne veut pas trop entendre. Donc c'est pour ça aussi que je me dis que peut-être que. Et vu que c'est le fils de la sœur jumelle de ma maman, on a forcément des gènes un peu en commun. Donc pourquoi pas, j'espère pas pour lui, mais il part haut de temps en temps. Ouais. Voilà, je vais laisser la parole à... Ah, oula. Avant, je vais prendre la parole, puisque comme tout le monde l'a bien compris, je suis l'époux de Madame Walter. Je voulais vous dire que bien souvent,
par rapport à tout ce qui s'est passé, on me dit à moi, monsieur, vous avez la tête. Parce qu'à tout moment, on peut se dire, et s'il y a une rechute? Vivre avec le rejet, c'est elle qui est courageuse. Et pour ceux d'entre vous qui êtes bipolaires, sachez que vous l'êtes aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On l'applaudit, lui. Madame. Bonjour à toutes, vraiment merci d'être venue aujourd'hui. Je m'appelle Émilie Garandel, je suis une patiente. Je suis atteinte de trouble bipolaire type 2, stabilisée, mais avec d'énormes gadins dans la vie, des épreuves sans nom, innommables, beaucoup de plongées, beaucoup de remontées, beaucoup de replongées, beaucoup de remontées, et enfin la stabilisation. Et depuis quelques temps, depuis un an, je suis représentante et je suis bénévole plutôt au sein de l'association Argos 2001, qui est une association où chaque personne est atteinte de troubles bipolaires ou proche d'une personne atteinte de troubles bipolaires. Donc, alors, dans cette association, alors attendez, alors ça ne veut pas. Alors, il y a un petit souci. Je veux juste passer le... Attendez, remettez-le en plein micro. Il a... Au début, il se met pas. Ah, parce que là, c'est bloqué, en fait, l'écran. Pourquoi il veut pas? En fait, parce que là, ça projette un écran, mais souci de diaporama. Alors, je suis désolée, on a un petit souci technique. Parce que normalement, il y a le mettre en diaporama automatiquement dans les fichiers, peut-être. Ou... Je pense que ce soit le fichier. Accueil. Attendez. Animation. Non, c'est c'est pas pas ça. animation. Affichage, je sais pas. Parce que normalement, il y a un petit truc qui se met mettre en diaporama. La question que je me pose, c'est parce que pourquoi il reste bloqué sur l'autre? Ah ouais, parce que ça ne devrait pas se faire normalement. Comme si on avait bloqué. Connecter, voir le blog. Tout à l'heure. Ouais, on va faire un pour être radical. Ouais. C'est marrant, ça a relancé. À l'arrache, ouais. Est-ce que la souris marche? La deuxième, faut que je passe à la deuxième. Parce qu'il y a la première qui s'affiche, et sur la deuxième peut-être. Ouais, mais le problème c'est que... Ah bah ouais, mais après ça reste bloqué. Attendez, je vais quitter, on va relancer le diapo. Donc là, si on fait ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous reconnaissez un peu le... Ouais, je reconnais. Merci beaucoup. Donc voilà, souci, j'espère réglé. Donc vraiment, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que au fond vous m'entendez? Non? Il faut que j'approche un peu. Donc en fait, nous sommes vraiment une association de pères aidants, donc des personnes atteintes de troubles bipolaires et des proches également. Nous sommes là vraiment, Argos 2001 est une association qui existe depuis 22 ans maintenant. Elle a été créée en 2001, d'où le nom de l'association Argos. Argos pour définir la balise qui aide les personnes en détresse, et 2001, donc l'année de création. Donc nous sommes là vraiment depuis toutes ces années et nous développons au fur et à mesure sur le territoire grâce à des antennes. Moi, je représente aujourd'hui l'antenne des Deux-Sèvres, mais nous avons également ici une représentante de la Charente. Et donc, notre travail
pour nous, enfin, notre investissement, c'est vraiment de défendre la dignité de chacun. Nous sommes là pour respecter la personne, et on en parlait tout à l'heure avec Sophie, de stigmatisation. Et oui, nous sommes des personnes qui, bah oui, on est malade, et puis bon, c'est un petit peu compliqué parfois avec les maladies psychiatriques, les maladies psychiques en général, c'est encore trop tabou dans la société, et c'est bien dommage. Donc, nous développons au fur et à mesure, en sachant que nous avons de plus en plus, au fil des années, de nouvelles associations, de nouvelles antennes qui se créent. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est vraiment le développement et la connaissance de la maladie et de vivre avec elle au quotidien. Alors, est-ce que je m'en... Donc, nous, ce que nous faisons, c'est vraiment d'accueillir les personnes, de les écouter, de les aider, de les conseiller, de les informer et de sensibiliser également les pouvoirs publics et locaux, parce qu'on n'est pas seul dans notre association, il y a tout le monde à sensibiliser. Donc vraiment, c'est permettre aussi aux personnes d'accéder à une vie sociale, à ne pas être seul à la maison, ne pas être seul dans la vie avec cette maladie. Donc vraiment, là, nous luttons et nous combattons, nous luttons contre les discriminations des maladies psychiques et de la bipolarité en particulier, qui est vraiment l'ADN d'Argos. Alors, je veux vraiment lancer ce message d'espoir, parce que c'est quelque chose qui est vraiment vital. C'est qu'une personne qui est malade, qui est touchée de près ou de loin par cette maladie et qui a un traitement stable, la personne qui a un suivi thérapeutique, une bonne hygiène de vie, peuvent reprendre très bien une vie classique. Je n'aime pas le mot normal, c'est pour ça que j'ai mis le mot classique, parce que normal, ça veut dire beaucoup de choses. Là, c'est une vie, revenir, s'intégrer dans la vie sociale. Donc chacun peut avoir sa place dans la société. C'est une maladie, la bipolarité, pour en faire l'expérience. C'est une maladie qui demande à être acteur. On ne peut pas être passif et attendre que les choses viennent avec cette maladie. Il faut vraiment que l'on soit et qu'on s'investisse dans cette maladie et qu'on apprenne à la comprendre. Donc, les outils que nous utilisons dans l'association Argos, c'est évidemment les médias. Nous participons à des événements publics. Par exemple, au mois de juin, nous avons le Psychodon qui va permettre aussi de faire connaître la santé mentale, et Argos 2001 y est pour représenter la bipolarité. Nous sommes présents aussi lors de conférences mensuelles, donc avec des psychiatres qui vont vraiment expliquer certains aspects de la maladie, mais aussi qui vont expliquer des choses, comment aussi comprendre la maladie pour l'entourage. Donc l'entourage est très important dans l'association. La famille est importante dans notre association. On n'est pas une personne avec une maladie, on est une famille, un entourage avec une maladie. Donc voilà, c'est pour ça que dans l'absolu, nous aussi, nous participons à la formation des professionnels de santé, les sensibiliser sur la maladie de la bipolarité, excuse-moi, je suis un petit peu stressée, c'est pas toujours facile, mais les professionnels de santé, vraiment, c'est important de leur expliquer comment fonctionne la maladie, puisque tout à l'heure, on disait, hey, oui, on est doué pour faire passer comme une anguille entre les rochers, et voilà, et oui. Donc, nous participons aussi dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire que la maladie existe, mais la science aussi avance pour diminuer déjà le délai de diagnostic, parce que souvent on dépasse les 10 ans. Pour moi, ça a été 14 ans avant d'avoir un diagnostic de bipolarité. Je peux vous dire que ça a été rude. Donc, là, la recherche est importante. Depuis 2020,
je reste toujours dans le général, hein, nous développons des visioconférences, d'où l'intervention des médecins, psychiatres, etc., que vous pouvez voir depuis Zoom et depuis toute la France. Ce qui fait que vous n'êtes pas isolé. Si vous avez besoin d'une info, vous allez sur le site Argos, vous avez la possibilité de vous inscrire et ensuite vous pouvez assister en visio à l'intervention d'un spécialiste de la maladie sur différents aspects. Alors, le plus important pour Argos, dans nos antennes, vraiment, ce sont les groupes de parole, les entretiens individuels et également l'accueil téléphonique. Alors, quand je parle de groupes de parole, par exemple dans les Deux-Sèvres, je co-anime avec Dolores Lejeune, qui est la responsable d'antenne. Nous avons tous les mardis soirs un groupe de parole et là, on échange en tant que pair, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va être supérieur à l'un ou à l'autre. On n'a pas le principe d'être de sachant et ensuite d'écoutant. On est vraiment là pour échanger en tant que proche et en tant que malade. Et on aide aussi, quand il n'y a que des personnes atteintes de troubles bipolaires et avec un seul proche, cette personne reçoit des conseils parce que nous-mêmes, nous vivons dans des causes et donc on échange sur ce principe-là. Les accueils individuels existent aussi pour aider vraiment les personnes qui sont en détresse, qui en ont vraiment besoin, qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'intimité, qui ont besoin de confidentialité. Et vous avez également les accueils téléphoniques. Donc vous en avez une dans les Deux-Sèvres, vous en avez en Charente, il me semble aussi. Donc voilà, c'est déjà important. Alors, plus spécifiquement à l'antenne des Deux-Sèvres, elle a été créée par 3 personnes formidables il y a quelques années, en 2017, qui se sont données à fond pour vraiment permettre l'existence de l'antenne Argos 2001 dans les Deux-Sèvres. Donc, ils sont Sophie Petit, Anne-Laure Kitt et Sophie Simonet. C'est un petit hommage, elles ne sont pas là actuellement, mais c'est un petit hommage. Donc, il faut savoir aussi que des anciens patients de la clinique de Saujon viennent, et c'est à hauteur de 80%. Donc, beaucoup de monde viennent aussi découvrir et comprendre la maladie avec nous, et nous sommes là pour ça. Donc, Dolores Lejeune, je vous le disais tout à l'heure qu'elle était responsable d'antenne, elle est aussi responsable des usagers au centre hospitalier de Saint-Mexan et de Metz. Bon, responsable des usagers, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, responsable d'usagers, c'est une personne qui est membre d'une association, donc là, en l'occurrence, Argos 2001, qui est présente pour aider les personnes dans leur démarche et qui est là aussi pour défendre les droits dans une structure, dans un hôpital, par exemple. Donc, elle est aussi représentante d'Argos 2001 au Conseil local de santé mentale du Niortais. Donc, elle représente depuis... c'est assez récent, finalement. Et le CLSM, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là, vous avez les infos. C'est-à-dire que nous avons les groupes de parole, vraiment, qui sont vraiment des espaces confidentiels. Hein. On est vraiment là, dans ce côté-là. Ce qui est dit en groupe de parole reste en groupe de parole. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez même venir pour écouter, simplement. Vous n'avez pas besoin d'intervenir. Vous pouvez juste venir simplement assister. Et parfois, ça aide aussi progressivement à pouvoir s'exprimer sur la maladie et sur le vécu avec un proche. Donc, les groupes de parole ont lieu tous les troisièmes mardis du mois, à 18h jusqu'à 20h au centre hospitalier de Niort. Vous avez également des entretiens individuels, alors qui peuvent être aussi bien une présentation de l'association, un accueil, des besoins de renseignement, etc. Tous les deuxième et troisième mardis de 15h30 à 17h30. Donc là, vraiment, c'est de l'administratif pour que vous ayez des clés, que vous sachiez qu'il y a des endroits où on est bien présent. Vous avez également une permanence au centre hospitalier de Saint-Mexan, pour ceux qui sont plutôt proches de cet endroit-là. Donc, ils ont lieu tous les troisièmes mardis du mois, l'espace des usagers. Et puis, enfin, vous avez la permanence téléphonique des Deux-Sèvres. Et n'hésitez pas à venir me voir un peu plus tard. Je pourrais vous donner toutes les coordonnées nécessaires pour venir vers nous et demander de l'aide si vous en avez besoin. Alors, le réseau Réhab,
c'est une structure particulière qui se situe à l'hôpital de Niort, c'est-à-dire que nous, Argos 2001, sommes partenaires du réseau Réhab à Niort, c'est-à-dire que c'est une structure qui permet la réhabilitation psychosociale. Alors qu'est-ce que c'est cette réhabilitation psychosociale? En fait, c'est une structure qui aide au rétablissement de la personne qui souffre de troubles bipolaires. Et c'est un service à l'Institut du handicap psychique à l'hôpital de Niort. Donc, il organise des ateliers, c'est-à-dire d'un accès à l'autonomie, permettent aussi de développer la confiance en soi, l'estime de soi, vraiment s'affirmer, l'insertion professionnelle aussi, parce qu'on est dans une maladie qui isole beaucoup, et puis permettent aussi pour les personnes qui en ont besoin une organisation de tous les jours, comment on se débrouille au quotidien. Parce qu'on est affecté aussi parfois de ce côté-là, on n'arrive plus à gérer le quotidien tellement la maladie est présente. Donc, il existe ces différents accompagnements donc, qui sont la remédiation cognitive. La remédiation cognitive, c'est une façon, permet de restaurer en fait les capacités de mémoire, d'adaptation, de gestion des impulsions. Donc vraiment, c'est un travail de fond en fait avec les personnes pour vraiment les accompagner au mieux. Donc la remédiation, cognitive, cognition sociale, qui est là un travail tout autour de la relation avec les autres. C'est vrai que la relation interpersonnelle, on appelle ça comme ça aussi, c'est notre relation avec l'autre, comment on l'aperçoit. Parfois, notre façon de voir l'autre n'est pas adaptée ou n'est pas la réalité tout simplement. On avait le témoignage tout à l'heure, quand la perception est totalement biaisée. Donc, l'association et le Réhab à Niort aident aussi à ce niveau-là à prendre un certain recul sur la vie et sur tout ce qu'il y a autour de nous. Donc autrement, vous avez d'autres accompagnements qui sont aussi l'évaluation à l'autonomie, apprendre à parler de soi, parce que ça c'est aussi compliqué. Moi j'ai eu beaucoup de mal à parler de moi au début, c'était vraiment très très lourd. Et puis apprendre à trouver aussi et à retrouver une voie professionnelle avec la maladie. Alors, savoir si on en parle au travail, on n'en parle pas de cette maladie, quand on est embauché, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Il y a tout ce processus qui existe aussi. Donc, il y a quelque chose vraiment de particulier qui est adapté à la famille. Et là, vraiment, je m'adresse à l'entourage de la personne ou de nous, de notre entourage, qui est atteint de troubles bipolaires. Eh bien, il y a les groupes pro-famille. Vraiment, ça permet à la famille de comprendre la maladie et d'être en retrait un peu pour comprendre un peu, pour déjà s'exprimer sur son vécu par rapport à cette maladie. Parce que, oui, comme on a un trouble cardiaque, eh bien, on a aussi les troubles bipolaires. Eh bien, là, vraiment, la famille est intégrée pour permettre justement d'aller au-delà des préjugés, d'aller au-delà de ce que l'on peut penser au départ de la maladie, genre il est fou, lui il fait un peu de timbré, il fait ce qu'il veut de ses journées. Il y a beaucoup de choses comme ça encore, de l'isolement et de la famille aussi, parce que les membres de la famille qui sont très présents, souvent ils se sentent très seuls. Donc on est là aussi pour les aider. Donc là, il y a également le programme BREF. Alors le programme BREF, la famille est reçue, vraiment la seule, en l'absence de la personne malade. Donc, c'est de cette façon, elle reçoit aussi des clés, des outils, et par des professionnels de santé. Et ça, c'est important, parce qu'il n'y a pas... Enfin, finalement, vous pouvez aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles bipolaires et échanger librement sans être obligatoirement avec le patient, avec la personne qui est malade. Donc c'est un programme de psychoéducation. On est là encore vraiment dans la compréhension, l'explication de la maladie. Et puis, c'est un programme court qui est gratuit, c'est important aussi, et individualisé, c'est-à-dire adapté à chacun.
Alors, donc le REHAB en fait est un réel soutien et notre association accompagne les personnes. Nous sommes là vraiment pour vous aider au quotidien. Nous sommes présents pour vous aider aussi dans l'administratif, dans toutes les démarches sociales aussi dont vous pouvez avoir besoin. On est là pour vous apporter des clés, vraiment. Donc, j'ai bientôt fini. Alors, c'est vrai que c'est très cadré, très administratif, tout ce que je vous dis, mais ça va au-delà de ça. On s'intéresse vraiment à l'être humain qu'il y a derrière la maladie. C'est aussi quelque chose que je lance du plus profond de mon cœur. C'est vraiment, nous sommes des personnes qui vivons avec une maladie. Nous ne sommes pas des personnes qui sommes malades. Vraiment, nous vivons avec. Donc le CLSM, c'est un organisme en fait qui vise à développer la concertation entre les collectivités, l'hôpital, les acteurs publics et les associatifs locaux. Alors je m'explique. C'est-à-dire que ce sont des actions qui promeuvent le bien-être déjà, qui aident aussi à se sentir bien avec la maladie et se sentir bien avec son entourage, et l'entourage se sentir bien avec la personne malade. Et donc, nous essayons de repérer aussi les difficultés psychiques, comme vous pouvez le voir, repérer aussi et permettre l'accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap psychique, ce qui ne se fait pas partout. C'est-à-dire que dans le handicap psychique, dont la bipolarité, se répercute souvent avec des problèmes avec la société autour de nous. Il y a un problème d'intégration dans la vie, dans la société. Donc, des choses concrètes sont mises en avant, hein. Comme par exemple, tout simplement, avoir un logement. Donc, nous aidons à faciliter, le CLSM aide à faciliter l'obtention d'un logement auprès des bailleurs privés. Parce que c'est vrai, quand on voit les organismes publics, le temps qu'il faut, c'est extrêmement long pour obtenir un logement. C'est quelque chose qui est primaire. Aussi, le CLSM sensibilise les supermarchés. C'est tout bête, mais une personne qui a des problèmes de concentration, avec la mémoire qui flanche, c'est que quand on doit payer, on doit se retrouver à la caisse avec toutes nos courses et puis on stresse parce qu'il y a du monde qui attend et tout, on n'arrive plus à gérer pour certains. C'est compliqué. Donc là aussi, c'est sensibiliser les entreprises privées à ce qu'est aussi vivre avec une maladie psychique au quotidien. Donc, le CLSM intervient également dans les écoles et les lycées. Et oui, parce que les ados, nos ados aussi, il y a certains ados qui sont malades, qui ont besoin d'aide et qu'il faut surtout bien intégrer actuellement dans notre société. Donc, les lycées, j'en parle avec donc les écoles. Et vous avez également bientôt quelque chose qui va être mis au point, qui est en train d'être mis au point, c'est les auto-écoles sociales. C'est-à-dire que là, la personne qui veut obtenir son permis de conduire, eh bien, c'est facilité au niveau financier, parce que ça coûte aujourd'hui extrêmement cher pour obtenir son permis de conduire. Ça permet aussi de s'adapter à la personne qui est en état de stress pendant l'examen. Donc, il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites tout autour d'Argos, tout autour de ce qui se fait dans les Deux-Sèvres, avec vraiment toutes ces actions qui sont mises vraiment pour s'adapter au quotidien avec tout le monde. Voilà. Oui ? On parle là de faciliter l'accès aux valeurs privées. Est-ce qu'une personne atteinte de bipolarité peut emprunter pour acheter une maison ? Alors, là, justement, pour avoir cette réponse, comme moi je ne l'ai pas directement, je vous conseille de faire appel au CLSM et là, vous aurez vraiment les bonnes personnes pour avoir cette info-là. Donc, en fait, voilà, ce sont toutes ces questions du quotidien. Est-ce qu'on peut avoir un prêt à la banque ? Quel type d'assurance on peut avoir ? Comment est-ce qu'on peut avoir
une caution solidaire pour un logement. Comment on fait si on n'en a pas? Parce qu'il y a des personnes atteintes de troubles bipolaires aussi qui sont simplement n'ont pas de famille, qui sont isolées de leur famille ou d'un entourage, parce que la famille c'est un grand mot, hein. C'est les amis, ce sont les proches, c'est vraiment tout l'entourage de la personne malade. Donc toutes ces questions sont là vraiment pour, sont importantes et sont à intégrer au-delà même de la bipolarité. Oui. Vous dites que vous avez mis du temps à faire diagnostiquer votre maladie. Comment vous avez fait en fait? Est-ce que vous pouvez expliquer ou est-ce que c'est... Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Alors comment vous expliquer tout ça? Je suis malade depuis mes 18 ans, j'en ai 38 aujourd'hui. Donc j'ai 38 ans aujourd'hui. J'ai été diagnostiquée en 2016 après 14 ans d'errance médicale. C'est-à-dire que j'ai vraiment vécu avec une maladie, une dépression chronique, persistante, et j'ai eu tous les régulateurs de l'humeur possibles et imaginables à l'époque. Sauf que ça ne s'est pas bien passé. J'étais sous pression, j'avais une pression familiale extrêmement lourde, une pression professionnelle très lourde. J'étais mariée à l'époque, j'avais beaucoup de pression, là encore, je ne pouvais plus dormir. J'ai fait une phase hypomane qui a duré près d'1 an. Et tout le monde était en train de me dire, Émilie, c'est ta faute. Si tu es là, c'est parce que tu le veux bien, tu fais exprès d'être malade. Je l'ai entendu de mon ex-mari. Tu fais exprès d'être malade. Eh bien non, je suis désolée. Moi, j'essayais au quotidien, je reviens tout de suite, j'essayais au quotidien vraiment de faire de mon mieux. Mais je suis arrivée à un tel point qu'en août 2016, c'est là qu'a commencé à être diagnostiquée la maladie. J'ai été 6 nuits de suite sans pouvoir dormir. Je ne pouvais plus dormir. C'est une maladie qui est une maladie physique, enfin psychique évidemment, mais aussi une maladie globale. C'est-à-dire que ça touche l'intégralité de la personne. Je n'ai pas les phases up que l'on peut avoir en voulant aller dépenser tout ça, notre argent par exemple, ou faire des excès. Je n'ai jamais eu ça. Moi, la maladie m'a touchée, c'est-à-dire mon sommeil, c'est un fil de soie. Je dois vraiment faire très attention à mon sommeil. Par exemple, ces nuits, pour préparer cette intervention, parce que j'étais aussi ce matin avec Argos au National sur Zoom, eh bien, je n'ai pas beaucoup dormi. Donc, c'était la première fois ce matin que j'étais en visioconférence pour le National. C'est la première fois aujourd'hui que je suis en face d'un tel public pour vous présenter cette association. Donc, c'est une grosse responsabilité. Donc, c'est pour ça que mon fil de soie, mon sommeil, j'y tiens, mais c'est le plus précieux des trésors. Parce que l'être humain, après avoir besoin de respirer, ce dont il a besoin au niveau vital, c'est de dormir. Et moi, je ne peux pas dormir si je n'ai pas mon traitement. Donc c'est ça, c'est un risque, c'est un danger. Je suis en danger permanent. Et oui, donc c'est là en fait qu'on va au-delà de la maladie psychique. On va dans la globalité de la personne. J'ai été cassée physiquement. Il a fallu me réparer. J'ai été opérée plusieurs fois. Donc c'est une maladie qui a un gros impact somatique. Donc quand on dit qu'on en a plein le dos, on a le dos qui pète. Quand on a plein les épaules, on a les épaules qui lâchent. Moi, j'ai les pieds qui ont lâché aussi. Donc tout a lâché. C'est une maladie du stress. Et donc, à force de tout porter, moi, j'ai pu porter rien du tout. Donc voilà. Excusez-moi, mais est-ce qu'on ne vous a pas soigné avant tout pour la dépression? Parce que justement, c'est bien la problématique, je crois, dans cette pathologie. C'est qu'effectivement, avant d'arriver au stade d'être diagnostiqué, en fait, souvent, on vous met sous l'antidépresseur, ou on vous donne des anxiolytiques pour vous calmer, ou on vous dit que vous passez une période qui est un peu délicate et que vous allez vous en sortir. Moi, j'essaie de savoir comment, quand on arrive à un point de non-retour où on a l'impression d'être vraiment au fond et où justement on s'interroge sur le est-ce que j'ai pas, de par mes comportements, une bipolarité. Souvent, les psys, ils vous font pas des tests, ou est-ce qu'on doit aller dans un hôpital particulier? Comment c'est ça? Alors, je vais vous expliquer. Voilà. Moi, trouver un traitement a été extrêmement difficile. C'est-à-dire que je les ai tous faits.
Je les ai tous faits. Depuis 2003, parce que j'avais des petites variations d'humeur dans la journée, mais ça s'arrêtait à ça. J'ai fait Tegretol, Zyprexa, Depakote, lithium. J'ai tenu 10 jours avec le lithium. J'ai pris un arbre. J'étais à la fac, j'ai pris un arbre. Je marchais, heureusement que je marchais. J'ai pris un arbre. J'ai appelé le médecin, il m'a dit vous arrêtez tout de suite. Surtout, vous ne pas de lithium, dangereux. Donc, je les ai tous faits. Je suis actuellement à la kétiapine. Le seul que je n'ai pas testé, c'est la Bilify. Donc, en fait, c'est aussi c'est la sensibilité de la personne. Trouver le bon traitement, enfin, comme moi je l'ai vécu comme ça a été vraiment une cuisine de précision. La galère. Donc, comment? Oui, c'est celui que j'ai actuellement. Mais en fait, voilà, c'est mon expérience. Je ne veux pas parler au nom des médecins parce que je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, voilà, c'est mon expérience personnelle. Ça a été vraiment extrêmement compliqué de vivre pendant toutes ces années avec la maladie. Pendant 14 ans, déjà, il fallait l'identifier. Après, il a fallu être dans le déni, parce que j'ai été aussi dans le déni, ne pas accepter la maladie. Et ensuite, se dire, faut se bouger le cul. Désolée, je suis un peu brute de décoffrage, mais il faut se bouger. Donc voilà. Alors, monsieur, tout à l'heure, je vais juste, madame, vous aviez une question. Comment? Vous avez parlé de phase hypomane oui. En abrégé. Alors, la différence entre l'hypomanie et la manie, alors la phase maniaque, c'est les personnes atteintes de troubles bipolaires de type 1. C'est-à-dire que vraiment c'est très très haut. C'est-à-dire, quand le docteur Dubois décrivait tout à l'heure, c'est des phases hautes au casino, j'ai acheté une maison, ça va très très haut dans l'excès. La phase hypomane, elle est plus vicieuse. Moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très calme, je suis quelqu'un de posé, de rigoureux dans ma vie, au quotidien. Donc, je suis carrée. Et la phase hypomane, sur moi, ça a été un petit peu plus de colère, un petit peu plus de tension, un petit peu moins besoin de sommeil, un petit peu moins... Mais normal, enfin, classique. Les gens autour de moi ne voyaient rien. Et puis moi non plus, je ne voyais rien. Mais voilà, la phase hypomane, c'est moins intense, ce qui ne veut surtout pas dire que c'est moins grave. Parce que moi, quand on me l'a annoncé que j'avais cette maladie atteinte de troubles bipolaires, excusez-moi, type 2, eh bien, c'était... moi, je n'ai pas voulu comprendre. Moi, ils me l'ont expliqué, je l'ai intégré. On va dire, je l'ai interprété comme si c'était moins grave. Eh bien non, c'est Vislar. Le type 2 est Vislar. Enfin, c'est ma perception. C'est un type de maladie, par rapport au type 1, c'est moins impressionnant, ça se voit moins, c'est plus discret. Donc, ça dépend encore des personnes, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, autour de moi, personne ne s'inquiétait. Monsieur. Je voulais vous dire, ça fait 40 ans que je prends du lithium. On m'a dit il y a quelques mois que mes reins sont abîmés. Alors, je m'aperçois que dans le monde médical, on ne vous dit pas toujours toutes les vérités. Voilà. Et maintenant, moi, je suis handicapé aussi. Maintenant, je suis devenu sourd. Alors, j'espère que je parlais assez fort. Il y a, vous savez, les médecins, ils ne sont pas compétents dans ce domaine. Ça dépend. Excusez-moi, monsieur. Ça dépend vraiment du ressenti de chacun. Donc, c'est pour ça que si vous avez des doutes, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'en savoir plus, venez nous voir avec Argos 2001. On est là, on est au même niveau que vous. On n'est pas des sachants, on n'est pas là pour vous faire la leçon, on est là pour partager notre vie et notre expérience. Vraiment. Mais à une époque, je vous appelais, vous étiez à Paris. Est-ce que vous êtes Paris? Non, moi j'habite en Charente-Maritime, j'habite à côté. Comment dire, je sais que la bipolarité, il y en a beaucoup dans le Nord. En Norvège, en Suède, etc. Parce qu'il y a le manque de sommeil. Hein. Oui. Ok, voilà. Mais en attendant, ici, médicalement, ici, et puis en France en général, la bipolarité, ça les gêne quelque part. Oui, on est dans une maladie. On a besoin d'écoute. On est dans une maladie, en effet, qui est rejetée par notre société. On est dans des tabous. C'est ce qui est réel, au niveau réel. Marianne, il y a quelques mois de ça, avait fait une publication « Les fous sont dans la rue ». Je ne sais pas si vous avez pu en entendre parler.
Mais celle-là, ben voilà. Donc ça, c'est des choses encore qu'on n'entend pas forcément, mais ça fait du bruit. Et au niveau associatif, ça n'a pas été apprécié du tout. Le fait de dire qu'on est timbré, oh non, mais de toute façon, celui-là est bipolaire. Ah, mais je l'ai entendu, celui-là aussi. Non, mais celui-là, t'inquiète pas, il est bipolaire. Alors, quand vous êtes atteint de troubles bipolaires, parce que je ne dis pas que je suis bipolaire, j'ai appris à dire que je suis atteinte de troubles bipolaires. Je mets un petit recul, une petite distance avec cette maladie-là. Donc, on est vraiment dans ces tabous, qu'il faut bouger, dans des préjugés qu'il faut bouger. Comme on disait tout à l'heure, on ne va pas abandonner quelqu'un qui a du diabète ou qui a un cancer sur le bord de la route. On est là, on existe. Les personnes atteintes de troubles bipolaires représentent 2% de la population. C'est difficile de le dire. Je le sais, je le vis. Je ne dis pas aux personnes autour de moi que je suis malade. Je ne dis qu'à mes très proches. Seuls mes très proches savent. Mais les autres, non. Sauf si, évidemment, je vais passer à la télé bientôt et que tout le monde saura. Mais là, non. Vraiment, c'est... non, mais c'est vrai. Non, mais c'est... Et une autre question. Oui, monsieur. La bipolarité, elle se soigne? Elle se guérit? Elle se stabilise. On vit avec une maladie. La bipolarité fait partie des 10 maladies au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un des 10 handicaps majeurs au monde. On est classé 6e ou 7e, on est à peu près au même niveau que le cancer. Donc c'est pour ça qu'il est important de sensibiliser autour de nous. C'est pour ça qu'Argos 2001 existe. C'est bien Argos 2001 et pas Argos tout court. Hein. C'est bien, on fait bien attention à 2001 parce qu'il y a tout le cadre. Il faut que ça soit joli. Donc Argos 2001 existe vraiment pour aussi nous battre et nous faire connaître. On a de plus en plus d'acteurs, on a de plus en plus d'artistes qui témoignent maintenant de leur maladie. Mais ils se sont planqués pendant des années. Ils peuvent le faire maintenant parce qu'ils sont connus et reconnus dans leur profession. Mais combien on en voit aux États-Unis encore? Il y avait des personnes connues. Napoléon était bipolaire, Churchill était bipolaire, des artistes d'ailleurs qu'on connaît à la télé et qui sont bipolaires. Donc voilà, et ce qui fait que, comme on a les médias sociaux, on utilise beaucoup les médias, on intervient en tant qu'association également dans les médias, on intervient dans les Deux-Sèvres aussi à notre niveau, on intervient vraiment, on est là pour nous permettre d'exister. Donc vraiment, c'est une maladie, comme je disais tout à l'heure, juste avant que vous me coupiez, c'est une maladie qui concerne 2% de la population, de pourcentage de personnes malades. Alors 2% de 68 ou 70 millions de personnes en France, ça fait combien? 1 ou 2 millions? Oui, mais c'est une maladie qui est mal comprise. Oui. C'est ça le problème. Moi, j'ai pu étudier la maladie en prenant des livres. Mais j'ai fait pareil. J'ai fait pareil. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Mais non, mais j'ai fait pareil. Et juste avant de vous reprendre madame et monsieur, c'est que vraiment, on est atteint, on est 2 millions, 1 ou 2 millions de personnes en France, mais ça touche 7 millions avec les proches, la famille, les amis, les parents, les enfants, parce que les enfants sont oubliés aussi dans la maladie. Quand on est un parent et qu'on a des enfants, mais l'enfant au milieu de la bipolarité, comment on lui explique tout ça? Et j'allais vous dire aussi, il y a une chose. Après, ce sera madame. La bipolarité par rapport à notre père ou à notre mère. Voilà. Ah oui, ça peut être contagieux de cette façon. Alors, ce n'est pas, attention, ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie génétique. Mon père était bipolaire, je l'ai su qu'après, et c'est comme ça que j'ai su pourquoi je l'ai eu. Ma grand-mère était atteinte de troubles bipolaires. On disait qu'elle était infernale et impossible à vivre. Voilà. Madame, s'il vous plaît, je n'entends pas. Est-ce que vous pouvez... Merci. Mon père était militaire, son militaire. Alors, une carte d'invalidité... c'est la RQTH peut-être? Oui. Alors, sachez que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé
toutes les entreprises, c'est triste à dire aujourd'hui, donc là aussi on agit, c'est triste à dire, mais toutes les entreprises ne comprennent pas encore que quelqu'un puisse être atteint d'une maladie comme la bipolarité. Donc honnêtement, moi, je n'en parle pas. Parce qu'autour de moi, les personnes ne sont pas capables de l'entendre. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, vous l'utilisez dans votre vie professionnelle quand même. Et qui est au courant, par exemple, de ça, quand on bénéficie de cette chose-là, qui est au courant dans la vie professionnelle qu'on a cette particularité-là? Alors là, c'est le choix que vous voulez faire. Parce que là, on est de l'ordre d'un choix. Est-ce que le monde professionnel dans lequel vous vivez, dans lequel vous travaillez, est suffisamment en confiance? Il vous connaît par exemple, mettons vous travaillez depuis 10 ans dans la même entreprise, au bout de 10 ans, vous allez leur dire, ben voilà, je suis malade. Ce n'est pas la même chose que de dire à l'entretien d'embauche, monsieur, j'ai tous mes diplômes, j'ai de la liste, j'ai des expériences, mais par contre, je suis atteinte de troubles bipolaires. Qu'est-ce qu'il va faire le gars? Donc il faut être vigilant avec ça, parce qu'on est toujours là dans des tabous. Moi, honnêtement, j'ai fait beaucoup de métiers, hein, j'ai des tas d'études, hein. J'ai un master en espagnol, j'ai un CAP en menuiserie, oui mesdames, je bricole. J'ai été agent artistique, j'ai été enseignante de français en Espagne, etc., etc. Je me arrête à ça. Eh bien aujourd'hui, je me dis, en fait, je me crée mon métier, parce que finalement, je ne me sens pas à l'aise dans l'un dans l'autre. Garder un métier dans lequel je me sente bien, c'est compliqué. Eh ben, je me crée mon propre boulot. Donc vraiment, il y a ça aussi. Cette insertion sociale, cette insertion professionnelle est aussi particulière avec la bipolarité. Comme je vous disais, je dors avec un fil de soie. Mon sommeil, c'est vraiment un fil de soie. Des fois, j'ai la chance de dormir. Moi, oui, je considère dormir comme une chance. Et oui, je joue au loto tous les matins pour me demander, est-ce que je vais dormir ce soir? En prenant les traitements. Parce que justement, on parle des traitements, mais on a l'hygiène de vie. On sensibilise beaucoup aussi sur l'hygiène de vie. C'est-à-dire que, alors, moi j'ai une vie de nonne. C'est-à-dire que je ne bois absolument pas, je ne fume pas, je ne me prends même pas de thé ou de café. Je suis à la tisane dès le matin parce que je sais qu'il faut que je fasse super gaffe à ne pas être stressée, sinon le soir, je ne vais pas dormir. Voilà, donc c'est mon problème. C'est est-ce que je peux dormir? Est-ce que j'ai la chance de dormir? Eh oui, eh oui, eh oui. Moi, c'est comme ça. C'est la merde. Je peux vous dire, c'est la merde. J'utilise des mots crus, mais en même temps, c'est très vrai. C'est un réel problème, le sommeil, pour un bipolaire. Mais oui, mais... J'ai tout essayé, l'hypnotique, je l'ai supprimé. Après, on m'a donné, je ne sais plus comment, mon moment présent, je l'ai supprimé et maintenant, je prends quelque chose de naturel. C'est quoi? La valériane. Alors, si on ne se prend pas en main, c'est pas le monde médical qui va vous aider en ce sens. C'est en ça, monsieur, que vous avez raison. Il faut être acteur de cette maladie. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'étais en train de baliser, en train de vous expliquer les diapos. Non, mais j'étais comme ça. Hein, ça se voyait, hein, ça s'entendait. Hein. Donc, merci de votre indulgence déjà. Hein, ça aide. Mais en tout cas... quand même, dans la bipolarité, il y a plusieurs genres de bipolarité. Ah ben oui. Alors, je reste quand même sur l'hygiène de vie, cher monsieur. C'est vraiment important de cette hygiène de vie. Ne vous mettez pas bille en tête que seul le traitement médical va vous aider. Seul, voilà. Quelqu'un qui a un trouble du rythme cardiaque, il va avoir des médicaments pour le trouble cardiaque, mais on va lui dire, monsieur, dites donc, vous mangez combien d'hamburgers dans la semaine? Oh, je ne sais pas, 6, 8. Bah, vous allez arrêter, vous en dépassez 1 ou 2 fois par semaine. Mais voilà, c'est l'hygiène de vie. La marque, enfin, toutes ces choses qui vous font du bien. Parce qu'on est très sensible. Enfin, c'est une maladie d'hypersensible aussi. Combien de personnes autour? Non, mais moi, je n'approche pas la foule. Hein. La foule, j'évite. Hein. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont abordées dans cette maladie et dans les troubles bipolaires. Donc, c'est mon vécu. C'est le vécu que je partage au sein d'Argos quand on fait les groupes de parole, que des témoignages que j'entends, des conseils que l'on peut s'échanger, parce que moi aussi, je reçois des conseils. Je ne sais pas tout, hein, loin de là. Moi, je suis une grande ignorante, hein, par défaut. Donc, c'est tout cet aspect de la maladie qui est à prendre en compte.
Enfin, imaginez, je reviens sur mon sommeil, parce que moi, c'est ma terreur nocturne, ou alors c'est mon précieux. Être 6 nuits sans dormir, c'est 150 heures. J'ai failli claquer, j'avais le cœur qui me faisait des décharges électriques. Mon ex-mari n'a pas eu le bon sens de me dire d'aller aux urgences. Je n'arrivais plus à réfléchir, je n'arrivais plus à faire cuisiner des pâtes. C'est bête, hein, mais mettre de l'eau et des pâtes, je ne savais plus comment faire. Je ne savais pas, ma notion du temps, l'hypomanie, elle est tellement loin, je n'arrivais plus à percevoir le temps. C'est-à-dire que 5 minutes pour moi, en fait, correspondait à... Non, 1 heure pour moi, c'était 5 minutes qui venaient de passer, ou l'inverse. Je ne prenais plus la voiture, je me perdais dans un supermarché. Et c'est là qu'on voit les impacts, c'est l'électricité qui dysfonctionne là-dedans, ça ne marche plus. Et puis bon, maintenant, vous voyez, j'arrive à parler devant vous, je veux devenir conférencière. Ça va? Ça va? Comment? Vous conduisez? Oui, je conduis beaucoup, je conduis pas mal. C'est pour ça que là, maintenant, je suis stabilisée depuis 2017. Donc ça fait 6 ans que je suis stabilisée. Évidemment, j'ai eu des gadins. J'ai perdu mon neveu qui est mort des suites d'une tumeur cérébrale extrêmement rare. Bon, bah voilà, ça est tombé dessus sur la poire. Il a fallu que j'aide et que je supporte ma sœur, que je supporte mon beau-frère, que je supporte mon neveu qui allait mourir. Il est mort à 11 ans. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et oui, en effet, je me suis payé un gadin. Mais ça n'empêche que c'est la charge émotionnelle. Ensuite, il a fallu que je lâche. Mais ça arrive à tout le monde. Mais donc, je suis stabilisée depuis bien avant l'annonce du diagnostic de cette tumeur de mon neveu. Donc, ça veut dire qu'on peut vivre vraiment avec une maladie. On peut avoir des petits gadins, mais on peut vivre avec. Alors, excusez-moi, madame. Alors, c'est peut-être une question un peu personnelle et vous pouvez tout à fait me pas répondre. Vous dites que vous avez divorcé par la suite. Est-ce que c'était lié justement à ça et est-ce que par la suite vous avez pu rencontrer quelqu'un qui a accepté ça tout de suite? Alors, je vous explique. 2016 a été la pire période de ma vie, je crois, avec 2003, parce que 2003 et 2016, j'ai plus envie de les revivre, en fait, ça c'est trop dur. 2016, j'avais un mari qui n'était pas aidant. J'avais un mari qui était beaucoup dans le nombrilisme. Il était très peu mais altruiste, intéressé, on va dire comme ça. Donc moi, évidemment, j'étais un faire-valoir pour lui. Et oui, moi je suis fille de paysan, j'ai grandi dans une ferme en centre-Bretagne et j'ai épousé un fils de PDG de je ne sais quelle entreprise. Bon, et voilà, je n'ai pas épousé ses sous, j'ai épousé le gars. Bon, n'empêche qu'avec le divorce, si je n'avais pas signé le contrat de mariage, j'aurais eu des thunes, je peux vous dire. Alors non, moi en fait, mon beau-père est décédé en octobre 2016. 3 semaines après, on venait de déménager, de quitter la Bretagne pour emménager dans le Maine-et-Loire. 3 semaines après, 2 heures après que j'ai terminé d'installer la maison, parce que comme je vous ai dit, j'ai un CAP en menuiserie, j'avais dégainé tous mes outils, tout était rangé, la maison était propre, prête à tout installer. 2 heures après cette fin, j'appelle ma soeur en disant écoute, j'ai fini d'installer la maison, mon mari revient, tout super, moi j'étais contente parce qu'en même temps je ne l'avais pas vu, il était en train de gérer le décès de son père, etc. etc. Il est revenu pour me dire qu'il divorçait. Et voilà. Il est venu avec son tonton. Non, mais on est dans le personnel. Soit je le fais, soit je ne le fais pas. Et il est venu avec son tonton. Et puis pour me dire qu'il divorçait, puis qu'il avait décidé que c'était comme ça, sauf que je me doute très bien qu'il y avait sa maternelle derrière elle, qui était en train de lui dire... Voilà. Donc il a épousé sa mère. C'est son choix. Et ce qui n'empêche qu'il m'a laissé, au bout de 5 minutes, dans une maison dans laquelle je n'allais plus vivre, dans une maison qui ne m'appartenait plus, dans une phase hypomane que je ne connaissais pas à l'époque, parce que j'étais quelqu'un de très dévoué jusqu'au bout. Quand je vous disais que j'ai le cœur qu'à 32 ans qui a failli lâcher, je ne déconne pas. Et c'est vraiment ce côté aussi de la maladie qui a été rude, parce que je me suis retrouvée d'un coup, sans perspective, un corps épuisé, un mental épuisé, à bout de force, avec quelqu'un qui m'annonce qu'il divorce, quelqu'un que j'aimais, quelqu'un qui, on se brouillait, mais bon, c'était jamais méchant. Mais
je venais de déménager. On sait que dans les troubles bipolaires, les changements d'environnement brutaux sont extrêmement difficiles pour certains. C'est ce qui a été mon cas. Donc, je me retrouvais sans logement, dans un lieu que je ne connaissais pas, avec des gens autour de moi que je ne connaissais pas. Je n'avais plus de tissu médical. La liste est longue, c'est pour ça que je parle un peu vite. Donc, et je faisais quoi? Je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. Donc, je me suis retrouvée seule. Plus personne autour de moi. Juste, voilà, ma sœur qui m'appelle, Émilie, mon Dieu, bah oui. Mon ancien médecin qui est devenu mon ami maintenant, généraliste, qui m'appelait, machin. Bon, ok. Je suis restée seule pendant 50 heures. J'ai essayé de me suicider pendant 50 heures. Et j'ai failli réussir. J'ai failli réussir. Oui. Donc, au quart d'heure près, hein, ça a été chaud patate. Et je n'en avais parlé à personne, même si on m'appelait, je n'en parlais à personne. C'était fermé définitif pour moi, c'était terminé. J'avais vécu 2003, j'avais vécu 14 ans de dépression, j'avais vécu un mariage difficile, je venais de perdre mon beau-père qui est mort d'une crise cardiaque brutalement à 58 ans, je n'en pouvais plus. Et j'en avais marre, je ne voulais plus. Donc quand j'ai arrêté d'aller chercher de l'aide, c'est là que l'aide m'est venue à moi. Ah mais on m'a obligée à vivre, hein. Donc ça a été costaud. Donc c'est là en fait que vraiment le compagnon, voilà ce que ça peut être un compagnon des fois. Et pour donner de l'espoir, parce qu'évidemment l'espoir arrive toujours, c'est que j'ai rencontré, alors j'ai fait quelque chose que les personnes font rarement, je crois que le médecin n'a jamais vu ça à l'époque. Dans le Maine-et-Loire, j'ai quitté le Maine-et-Loire en me disant de toute façon je ne peux plus retourner en Bretagne, j'ai trop souffert. Je ne vais pas rester dans le Maine-et-Loire, je vais trop souffrir. Quitte à choisir entre vivre et mourir, eh ben, je vais aller dans un endroit que je ne connais pas. Il y a une seule personne qui me dit, que j'avais rencontrée quelques mois auparavant, qui me dit bah, « Émilie, viens t'installer sur l'île d'Oléron et puis recommence une vie. Et voilà. » Donc je suis descendue, le jour où je suis sortie de l'hôpital, j'avais mes affaires, mes quelques affaires, non mais 206, Peugeot 206, 5 portes. C'est pas un SUV. Hein. Donc j'avais mes caisses à outils, j'avais mes affaires, j'avais quelques vêtements, mes papiers, et c'est tout. Je n'avais même pas une couette pour redémarrer. Et j'avais quasiment rien sur mon compte en banque, puisque monsieur avait évidemment partagé équitablement tout le reste. Donc voilà, j'ai recommencé cette vie à zéro, et ce qui fait, bah, c'est ça, c'est ce choix-là qui me permet d'être là pour vous expliquer ce que nous faisons avec Argos aujourd'hui, et que vous pouvez avoir aussi l'opportunité de découvrir avec nous dans cette association. Voilà. Alors, je ne sais pas, je crois que le temps est largement dépassé. Je voulais vous poser une question. Les bésopines, qu'on vous donne, et après on vous dit, on vous fait un stage pour vous sevrer. Ça rime à quoi, ça? Et encore, le stage, je l'ai payant. Ça rime à quoi? Je suis absolument pas bien... Vous n'avez pas répondu par rapport au lithium, le fait que ça abîme les reins. Là... Pourquoi ce n'est pas dit? Si, c'est dit, monsieur, mais on ne l'a pas dit à vous. Monsieur, je ne suis pas compétente dans ce domaine. Je ne suis pas médecin. Vous côtoyez des médecins? Je côtoie des médecins, mais je ne suis pas compétente pour parler.